de la République française, mais aussi du respect et des droits des êtres humains, et en particulier des femmes, vous invitez ce soir à réfléchir et à essayer de répondre à cette interrogation. La laïcité est-elle le garant des droits des femmes? Alors nous avons l'honneur d'être parrainés par l'UNRIC, voilà, qui est le Centre d'information des Nations Unies, qui est représenté ici par Monsieur Jean-Pierre Bucada. Nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Laporte, Françoise Laborde, qui est sénatrice de Haute-Garonne et qui est vice-présidente de la commission des droits des femmes au Sénat. Donc, elle va sans doute beaucoup répondre à nos questions. Victoire, qui est une amie de Libre Marianne, qui fait partie de Libre Marianne et qui a participé, qui a écrit le texte que va nous interpréter notre comédienne qui discrètement s'est mise dans un petit coin de la salle sur Olympe de Gouges. En effet, ce soir, je voulais que nous mettions en l'honneur une femme remarquable du XVIIIe siècle, une féministe d'avant-garde de notre région, puisque Olympe de Gouges est née à Montauban. Elle sera donc évoquée par notre amie comédienne Magda Hamar. Alors je vais tout de suite donner la parole à Jean-Pierre Bucada, qui va nous parler peut-être, qui va se présenter et nous parler un peu des actions des Nations Unies. Voilà. Merci Pierrette. Alors moi je suis venu un peu par en voisin, je viens de Bruxelles, on a un centre régional d'information qui a été créé en 2004 et qui remplace nos 9 centres nationaux. On couvre 22 pays à partir de Bruxelles et moi je suis responsable donc, de la communication pour la France et Monaco et je représente les Nations Unies en France et à Monaco et notre rôle est un rôle de promotion des causes des Nations Unies et tout le système des Nations Unies. Je disais, je viens un peu en voisin parce qu'en fait, je me suis un peu accroché à l'événement, mais c'est avec plaisir. La cause est importante pour nous parce que c'est pour ça que je suis arrivé en retard, j'étais à Colomiers au lycée international pour une visioconférence des étudiants sur les droits de l'homme, disons, c'est la 18e édition. Ça avait lieu à New York, enfin ça a toujours lieu à New York, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, les Nations Unies ont ouvert cette conférence à d'autres sites dans le monde. Et Colomiers, on travaille avec l'École des droits de l'homme de Toulouse, que vous connaissez peut-être, qui a par ailleurs une conférence ce soir sur le droit des migrants à la médiathèque, à la même heure que nous en fait. Donc cette visioconférence, c'est la 4e fois que Colomiers participe avec le lycée Ozen, Rive Gauche, et Toulouse est la seule ville hors du continent nord-américain, Mexique, Canada, États-Unis, à participer à cette conférence. Et c'est une belle participation, je dois dire, ça se fait en anglais, on a une 40aine de lycéens. Voilà. Alors, tout ça pour souligner qu'en fait on est dans le mois des droits de l'homme, ce qu'on appelle le mois des droits de l'homme aux Nations Unies, qui commence à la fin novembre avec le 25 novembre avec la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et j'étais la semaine dernière au barreau de Paris où nous avons eu un colloque avec le barreau. L'après-midi nous avions Viviane Reding, la commissaire européenne, nous avions la ministre du droit des femmes, Madame Ameline, ancienne ministre également, la présidente d'Amnesty, etc. Bon, c'était vraiment une journée non seulement de débat, mais de réflexion avec des spécialistes de cette question des violences contre les femmes. Nous avons lancé, il y a 3 ans de ça, le secrétaire général a lancé une campagne mondiale qui s'appelle « Tous unis, non à la violence contre les femmes ». Et puis l'an passé, c'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes très impliqués.
Nous avons plusieurs personnalités impliquées à nos côtés, comme Nicole Kidman, etc. Et l'an dernier, Michelle Bachelet, la présidente de l'UFAM, la directrice générale de l'UFAM, ancienne présidente du Chili, a lancé 16 mesures contre la violence à l'égard des femmes, et cette année a suivi cette initiative en s'adressant plus particulièrement au gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures. En tout cas, le barreau de Paris, l'événement était important pour nous également parce que le personnel de justice, le personnel et les auxiliaires de justice sont essentiels pour le respect de la règle de droit. Alors, mois des droits de l'homme, nous avons le 3 décembre la célébration des droits des personnes handicapées, et nous avons eu un événement ici à Toulouse, au centre Baudis. Nous sommes partenaires de la mairie de Toulouse et partenaires de Prémalliance et après de tout un réseau d'associations. Ça fait 3 ou 4 ans que nous sommes présents à Toulouse pour en fait 2 à 3 jours d'événements. Donc droits des personnes handicapées également, et puis le 10 décembre évidemment la journée des droits de l'homme. Alors simplement, on va parvenir, on pourra discuter après, je ne vais pas garder plus longtemps la parole. Bon, vous savez, les Nations Unies, les droits de l'homme sont au cœur de l'action, c'est un des 5 secteurs prioritaires, enfin les 5 secteurs d'action des Nations Unies. Les Nations Unies ont été vraiment au cœur de l'élaboration de tout un système juridique, en particulier en matière de droits de l'homme avec cette déclaration universelle en 1948, qui a été complétée après par des instruments visant à mieux faire respecter les droits des groupes les plus vulnérables. Je parle des femmes, des personnes handicapées, des enfants. Et il y a vraiment tout un réseau d'instruments, de mesures qui ont été prises. Nous sommes vraiment très actifs et nous sommes convaincus que, disons, nos objectifs sont tous liés. Il n'y a pas de respect de droit sans démocratie, il n'y a pas de développement sans la paix, et vous pouvez retourner la proposition dans tous les sens. Voilà, alors décembre, mois des droits de l'homme, parce que je voulais dire effectivement, mois des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, c'est un combat de tous les jours, et on est tous concernés, bien évidemment, et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et disons, ce n'est pas simplement un combat du mois de décembre. En tout cas, bonne soirée et merci pour l'invitation. Dans beaucoup de pays. Et ils ont créé le CIDO, Comité pour l'élimination des discriminations envers les femmes. Alors certains d'entre vous connaissent bien le CIDO. Vous savez que ce comité a établi une convention dans ce sens où sont répertoriés tous les types de discrimination, et quand on a envie de voir quelles sont les discriminations, quels sont les droits des femmes, et bien il suffit de lire les articles et on s'aperçoit qu'on a encore plus de droits qu'on ne le pense. Et plus de 196 pays l'ont signé et ratifié. Alors la CEDAW, je ne sais pas si on prononce comme ça. Pardon. On prononce CEDAW ou CEDAW? CEDAW. CEDAW. Fait obligation aux États signataires d'informer les autorités, mais aussi tous les citoyens, de l'existence de cette convention. Mais qui connaît la CEDAW? Et qui sait que le comité envoie aux pays signataires un rapport signalant les manquements à cette convention? Et qui sait que chaque pays doit répondre en montrant ce qui a été fait pour éradiquer les discriminations? Et qui sait que la France prépare une réponse, un dossier qui doit être envoyé fin 2013, début 2014? Et est-ce que les instances juridiques s'en servent? Peuvent-elles s'en servir d'ailleurs? Existe-t-il des sanctions contre les pays qui ne respectent pas cette convention? Ben, c'est pareil, en France nous avons beaucoup de lois, mais sont-elles toujours appliquées? Les femmes continuent à subir
des violences, des viols. Quelques chiffres. En France, 200 femmes et jeunes filles sont violées chaque jour, et souvent au sein même de leur famille. Et 80% de ces victimes se taisent longtemps, très longtemps. Ou bien, quand elles en parlent à leur entourage, ils ne les entendent pas. Ou bien, ils les rendent responsables. C'est ta faute, tu l'as bien cherché avec ta mini-jupe. Et lorsqu'elles acceptent enfin de porter plainte, eh bien la procédure est très 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 longue. 5 ans en moyenne. Et la reconstruction de ces femmes est extrêmement difficile. Les 3 religions monothéistes que nous trouvons en France, les plus grosses, basées sur le modèle patriarcal, ont gardé les femmes dans une situation d'infériorité, de servantes de la famille, les cantonnant dans l'espace privé en tant que reproductrices de l'espèce humaine. Et en plus, c'est par elles qu'arrivent tous les maux. N'a-t-elle pas, par curiosité toute féminine, ouvert la boîte de Pandore? Cela explique peut-être les résistances contre lesquelles butent les femmes qui se battent pour leurs droits, encore aujourd'hui. Cette influence des églises, et je ne cible pas une religion particulière, a marqué notre éducation, nos mentalités. Ainsi, 2 Français sur 5 estiment qu'il est normal que les femmes assurent l'essentiel des tâches domestiques et d'éducation des enfants. Enfin, grâce à la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, la République française assure la liberté de conscience de chaque individu. L'État n'exerce aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Et le fait religieux cesse d'être un fait public et passe dans la sphère du privé. Alors réfléchissons un peu. Un maire qui est officier public a-t-il le droit de faire jouer sa liberté de conscience? Réfléchissons à ça. Après tout, il est officier de la République, il doit respecter, il est dans un lieu public, il doit respecter les lois. S'il veut qu'on respecte sa liberté de conscience, il n'a qu'à pas se présenter comme maire. Tout simplement, il n'a qu'à démissionner. C'est un petit exemple. Car la foi est une question individuelle, le sentiment religieux est le lien avec le monde de l'invisible et du sacré. Cela n'a rien à voir avec la religion organisée, hiérarchisée, dogmatique, exerçant un quelconque pouvoir temporel, car il ne faut pas oublier que dans certains pays, j'élargis un peu le problème, eh bien, le chef d'État est le chef de l'Église. Mais nous sommes en France, quelle chance! La loi civile s'applique à tous, et seule la laïcité garantit la liberté de croyance ou de non-croyance. La laïcité n'est pas une menace perpétuelle pour l'expression de la foi, ni synonyme d'athéisme. La laïcité permet de poursuivre le combat contre les préjugés et contre les dogmes de tous bords. La neutralité de l'État devrait permettre le développement de la raison et de l'esprit civique du citoyen. L'égalité femmes-hommes devrait être respectée dans tous les domaines, politique, économique, social, etc., et j'en passe, ce qui est loin d'être la réalité, même si de gros progrès ont été accomplis grâce à la lutte de nos aînés.
c'est vrai que les premières les féministes du début du siècle ont été très actives pour réclamer le droit de vote, qui avait été déjà donné aux hommes, au masculin, au genre masculin, en 1848. Les femmes l'ont obtenu en 1944, presque 100 ans après quand même. Année par année, siècle après siècle, les femmes ont posé leur petite pierre afin d'obtenir une égalité de droit, droit de vote, donc droit d'avoir des biens propres. 1973, je crois, ou 72. De pouvoir les gérer à sa convenance. Droit de limitation des grossesses. Droit à la contraception. Droit à l'avortement. Leurs filles, leurs petites filles, pensent souvent que ces droits sont acquis une fois pour toutes. Qu'il n'est plus nécessaire de se battre. C'est faux. Il faut rester très vigilant. Regardez pour l'IVG, certains médecins du public, dans les hôpitaux publics, refusent de pratiquer. Ce qui ne devrait pas être, ils n'ont qu'à aller dans des établissements privés. Et puis il reste tant à faire encore. Nous avons une ministre des droits des femmes qui a pris dès son arrivée au gouvernement l'engagement de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Très vite, elle a pris contact avec les associations et en particulier la CLE qui est la coordination française pour le lobby européen des femmes, dont fait partie notre association Libre Marianne, ainsi que de nombreuses autres associations qui défendent les droits des femmes. Ainsi, notre présidente nationale, la présidente nationale de Libre Marianne, a été à cette convocation et elles ont pu échanger sur faire l'état des lieux, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc elles ont été reçues au ministère. Donc un premier bilan a été fait et on sait qu'il faut informer, faire de la prévention, former les acteurs de cette lutte, leur donner les moyens, en particulier financiers, punir les manquements. Mais je pense que notre sénatrice pourra nous en parler de façon plus précise. Notre ministre des droits des femmes a aussi pensé que de nombreux ministères sont concernés par la situation des femmes. Pas seulement le ministère des droits des femmes. Donc elle n'a pas hésité à faire organiser des réunions interministérielles pour pouvoir en débattre. On vous a distribué le communiqué, le dernier communiqué de la CLE où on voit encore ce qu'il reste à faire quand même. Elle a du travail. Voilà ce que je tenais à vous dire pour ouvrir le débat. Donc je vais donner la parole à Madame Laborde qui va compléter ces quelques petites choses. Ah oui, pardon. Moi j'ai une petite voix là. Merci. Donc merci Madame la Présidente de m'avoir invitée. J'étais ravie de retrouver Victoire que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années et bien sûr merci à Monsieur Bugada de sa présence. Et donc merci à vous toutes et tous. Donc moi je ne savais pas trop par quel bout aborder ce soir puisque je ne savais pas bien sûr qui était présent, est-ce que vous diriez avant. Donc j'avais préparé un petit mot que je vais quand même vous lire parce que je crois qu'il est assez complémentaire de ce que vous avez dit. Et puis après en répondant aux questions, je pourrais sûrement vous donner quelques renseignements supplémentaires. Ce que je voulais juste vous dire, donc, c'est que je suis donc sénatrice de Haute-Garonne. Nous sommes 5 sénateurs et il n'y a qu'une sénatrice. C'est pour ça d'ailleurs que je me fais appeler Madame la sénatrice. Ça au moins on sait de qui on parle. Donc ça vous donne déjà une idée de l'égalité. Et je suis donc vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat. Donc voilà. Donc je voulais vous dire que donc, il n'est pas anodin dans tous les pays du monde qui tentent d'imposer à leur peuple une religion d'État
que ce soit les femmes tunisiennes, algériennes, birmanes, tibétaines, qui se mobilisent et prennent le risque de leur vie pour dire non au règne de l'arbitraire dans l'espace public. Il n'est pas anodin que la révolution féministe qui a profondément transporté et transformé les rapports sociaux en France, mais dans d'autres pays européens, se soit produite au moment où l'Église perdait progressivement le pouvoir sur la vie de nos concitoyens. Car c'est quasiment devenu un lieu commun de le dire, les religions ont opprimé et oppriment toujours, et encore toujours, les femmes. Je crois qu'il faut le redire, à l'heure où l'actualité internationale se fait l'écho de femmes lapidées en Turquie, d'excisions forcées au Mali, de mariages forcés dans les pays du Maghreb, et j'ai mis plein de suspension. Dans ce cas, parmi d'autres, les femmes soumises, violentées, infériorisées au nom de préceptes religieux dont vous parliez. Donc face à cette violence, la laïcité propose un cadre juridique et politique qui permet à des êtres différents du point de vue des opinions spirituelles ou des convictions personnelles de vivre ensemble. Ça, c'est l'idéal. Ce vivre ensemble repose sur 3 principes, la liberté de conscience, l'égalité des droits et l'universalisme. La laïcité, c'est donc le désir de vivre ensemble en dépassant les différences pour s'élever à une humanité commune. En ce sens, elle est l'opposé de l'enfermement dans la différence. Or, cette différence que les religions, les croyances et les mystifications exploitent, car en infériorisant les femmes, cela permet à leurs organisations de prendre le pouvoir sur les hommes. Cependant, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Le combat pour la laïcité, comme le rappelait Robert Badinter lors de l'examen au Sénat du texte interdisant le port du voile intégral dans l'espace public, n'est pas une guerre menée contre les religions, mais un combat pour l'égalité des droits. Sans ce principe fondamental, presque primordial, de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, nous ne pouvons faire société. Alors à la question que vous posez, je répondrai, sans neutralité de l'espace public, pas d'universalisme possible et donc pas d'égalité entre les sexes. En ce sens, l'égalité des femmes et des hommes ne peut être garantie sans respect du principe de laïcité. Pourtant, ce principe, s'il permet cela, ne le garantit pas. Quelques exemples. À l'heure où 64% des Français reconnaissent véhiculer des stéréotypes sexistes, à l'heure où le temps de travail rémunéré des femmes est en moyenne inférieur d'1/3 à celui des hommes, alors que celles-ci consacrent 80% de temps en plus aux tâches ménagères. À l'heure où 600 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein de leur ménage ces 2 dernières années, et où 650 000 femmes font l'objet d'un trafic chaque année à travers le monde. Force est de constater que l'infériorisation des femmes persiste dans les organisations du travail, dans les institutions où elles peinent à accéder aux responsabilités et même au cœur de leur intimité dans leur propre foyer. Alors en conclusion, je dirais que sans laïcité, aucune égalité des droits entre les femmes et les hommes n'est possible, mais c'est précisément quand l'égalité devient possible qu'il faut sans cesse la défendre. Donc c'était un petit peu le propos liminaire que j'avais préparé parce que je ne savais pas trop, mais je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, et vous aussi monsieur, parce que je crois qu'il y a des dates. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de dates où on peut parler d'égalité ou de droits de la femme. Donc il y a le 8 mars, moi j'ai participé récemment à des colloques et diverses manifestations autour du 25 novembre, qui était quand même une date importante. Bien sûr, là il se passe beaucoup de choses parce que c'est la célébration autour pour nous du 9 décembre 1905, ça fait quand même 107 ans que nous prenons la laïcité. Cela ne fait que 2 ans par contre que nous avons réussi à instituer une journée au Sénat et donc compris à l'Assemblée nationale, puisque depuis le 9 décembre 2011, donc c'est seulement cette année la 2e journée officielle, où ça a été repris, où on en parle à nouveau beaucoup, où dans les écoles et partout on essaye de... Voilà, donc je crois que toutes ces dates qui sont une dans l'année
mais qui sont finalement nombreuses, puisque si on reprend aussi les journées dont vous parliez, on a quand même l'occasion de parler d'égalité, de femmes, de violence, etc. Et juste pour dire que nous avons en effet une ministre très, très, très dynamique. Ça, j'avoue que nous avons de la chance, puisque nous avions... ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un ministère. Il y a quelques années, il y avait eu Valérie Létard comme secrétaire d'État qui était très bien. Après, il y a eu un grand vide, parce que pour moi, Nadine Morano, c'était proche du vide, même du précipice. Et donc, c'est vrai que d'avoir remis une ministre, c'est très bien, surtout que cette ministre, en effet, prend les choses à bras-le-corps. Elle a en effet mis il y a un représentant, enfin, c'est celui qui se fait gronder, on va dire, dans chaque ministère, c'est-à-dire que si les ministres de femmes ou hommes, dans chaque ministère, ne pensent pas égalité, droit de la femme, etc., il y a normalement quelqu'un dans leur ministère qui leur tape sur les doigts et qui font remonter à Najat Belkacem, donc c'est très bien. Elle a commencé à faire de la formation aussi dans chaque ministère. Enfin voilà, moi je la trouve super. Donc, et juste pour rebondir, puisqu'après quand même l'important c'est que vous puissiez parler, par rapport au nombre, justement, on a reçu, donc, dans le cadre de la délégation au Sénat, Madame la Ministre, et on s'est rendu compte avec elle, même si on s'en doutait un petit peu, on a pointé, si déjà nous appliquions toutes les lois qui existent, donc là je parle que de la France, hein, puisque ça serait parfait. Voilà. Merci à vous. Alors moi je voulais justement ce que Thérèse a dit concernant le CEDO, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alors c'est le cadre général de tous les organes de suivi des traités, hein, que ce soit sur les pactes civils et politiques ou en tout cas en tout ce qui concerne les droits de l'homme, il y a une procédure d'examen périodique des rapports présentés par les États. Hein, le jour où l'État adhère à une convention, après, il y a un premier rapport initial, puis après, il y a un rapport périodique qui est présenté tous les 5 ans. Donc les membres qui composent le comité font des observations et des recommandations, et puis 5 ans après, bon, l'État dit quoi il a modifié sa législation, sa réglementation, pour satisfaire au traité en question. Alors, deux choses, disons, normalement c'est un processus consultatif au niveau national, hein, ça dépend des pays, mais dans un pays comme la France, bon, c'est quand même une consultation qui engage beaucoup d'associations. Certaines organisations représentatives peuvent s'adresser aussi ou adresser au moins des communications à un organe de traité quelconque. Et puis, je crois que s'il n'y a pas de sanctions, je pense le fait qu'il y ait des recommandations, des observations, je vois parce que je suis plus particulièrement évidemment les examens les examens périodiques qui concernent la France, que ce soit la Convention sur les droits de l'enfant, etc. Et à chaque fois, on fait quand même circuler l'information aussi, et là, pas pour montrer du doigt la France, simplement dans un souci d'information et de communication, mais en tout cas, je crois que les pays n'aiment pas être montrés du doigt. Ça vaut pour la France. Disons, je crois qu'on n'est pas dans la pire des situations, mais je crois même des pays, disons, qui sont dans des situations largement plus mauvaises, même des pays qu'on peut considérer comme des pays totalitaires, des dictatures, tout ce qu'on veut. Je crois que ces pays-là n'aiment pas être montrés du doigt de toute façon. Donc même s'il n'y a pas, effectivement, même s'il n'y a pas de sanctions, il y a quand même un processus qui est en cours. Alors c'est un processus, vous me direz, c'est peut-être pas aussi rapide qu'on aimerait bien, mais bon, c'est déjà pas mal. Il faut voir, je crois, le côté plein du verre parfois. Et puis, ce que disait Madame Laborde, effectivement, bon, c'est quelque chose de tous les jours, et c'est
vraiment une sensibilisation, une mobilisation, et quand on dit encore une journée ou encore une année, bon, c'est vrai que ça fait sourire, mais je crois que c'est important, et surtout dans les questions qui touchent à la condition de la femme, et surtout la question de la violence à l'égard des femmes, c'est, disons, bon, cette question est quand même sortie depuis quelques années, et je vois cette année on a beaucoup parlé, avec le procès aussi des accusés dans cette tournante, etc. Donc je crois qu'il faut rester alerte et puis mobilisé. Voilà, merci. Bien, ben maintenant vous avez la parole. Et que si j'ai écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est parce que nous étions les grandes oubliées de cette déclaration, qui se voulait généreuse, universelle, mais uniquement rédigée au masculin. Pourquoi? Ces nouveaux droits, nous les attendons aussi pour nous-mêmes. Je suis cette Olympe de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de cette leçon, lui dis-je, et en le regardant droit dans les yeux, on trouve communément les hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de ma trempe. Oui, je l'affirme. Le mariage est le tombeau de l'amour. Mais j'entrerai moi aussi au Panthéon de ceux qui auront compté dans l'histoire d'une humanité en voie de civilisation. Mon enfant, sois-en certain, on ne meurt définitivement que lorsqu'on est oublié.